La diaspora sénégalaise est considérée historiquement comme une ressource cruciale pour le développement du pays. Selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, 60% des transferts des migrants sénégalais viendraient de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Les questions que l'on se pose dans cette émission sont les suivantes. Comment maximiser l'apport de cette diaspora pour l'évolution sociale, économique, politique et même culturelle du Sénégal? Et quelle est la place que l'on fait aux Sénégalais de l'extérieur à l'intérieur de la société? Mesdames et messieurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme, une édition très spéciale où j'ai l'honneur de recevoir Youssouf Baldé. Bonjour Youssouf. Bonjour Sophia. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Bienvenue, ça va très bien. Bienvenue dans cette émission. Alors Youssouf, pour les présentations, vous avez une maîtrise en développement des produits pharmaceutiques. Vous avez d'ailleurs beaucoup travaillé avec la société Pfizer récemment. Mais vous êtes surtout philanthrope. Et votre philanthropie vous a amené dans la communication. Vous êtes le fondateur du groupe DEFCOM, c'est bien ça? C'est bien ça. Et le groupe DEFCOM qui est spécialisé en communication digitale surtout, et qui pilote les éditions du Forum économique du Sénégal au Canada. Effectivement. Donc, on l'aura compris, vous êtes basé principalement au Canada, à Montréal, et vous faites des allers-retours entre le Canada et le Sénégal. Effectivement. Est-ce qu'on a tout dit? Qu'est-ce qui manque? En fait aussi, quand même, j'ai un côté... D'abord, merci de nous avoir reçus sur ce beau plateau, avec tous les objets d'art qui nous, qui nous mettent dans qui le nous bain, représentent. qui nous représentent, qui montrent quand même l'importance de l'imprégnation de la culture. Oui. Et moi, ça me parle beaucoup. Super. Donc, merci de nous avoir reçus. Effectivement, j'ai un côté aussi très social que beaucoup de gens connaissent. Peut-être même que la plupart des gens connaissent que mon côté professionnel. Je suis quand même aussi le président du conseil d'administration de l'association qui regroupe tous les Sénégalais au Canada, qui s'appelle le Regroupement général des Sénégalais du Canada. Exact. Donc, avec cette association-là aussi, on a eu à faire de très belles réalisations pour la communauté et pour la diaspora. Donc, c'est aussi l'un de mes chapeaux que je porte partout où je pars, où je voyage, pour essayer quand même de faire la promotion de la diaspora et quand même des Sénégalais un peu du Canada et de l'Amérique du Nord. Un chapeau très important parce que ça représente un peu, ça symbolise, je dirais, le fait que vous soyez un Sénégalais de l'extérieur très engagé à l'intérieur du pays. Exactement. Parfait. Justement, avec cette introduction, on va entrer dans le vif du sujet, la diaspora. La diaspora sénégalaise et son impact sur la société. Alors, première question. Selon la Banque mondiale, les fonds vers les pays en développement ont battu un nouveau record depuis 2018 et ils représentent aujourd'hui plus du triple du montant de l'aide publique au développement qui vient donc des pays de l'Occident. Selon vous, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces chiffres? Et selon vous, est-ce que ces fonds sont-ils bien utilisés, particulièrement ici au Sénégal? Est-ce qu'ils contribuent réellement au développement du pays? C'est une excellente question. Je pense que l'apport de la diaspora a toujours été magnifié. Et maintenant, on a des outils qui nous permettent de quantifier en termes monétaires, comme vous venez de le dire, avec la Banque mondiale, le taux et l'impact de cette masse d'argent au niveau des pays africains. Je ne parlerai même pas juste du Sénégal, mais je parlerai même quand même un peu plus de l'Afrique, parce que l'Afrique a une grande diaspora à l'étranger. Et je dirais définitivement et effectivement, non, cet argent n'est pas bien utilisé. Pour la simple raison que si cet argent devrait aller où il se devait, je pense qu'aujourd'hui l'Afrique, le Sénégal y compris, ne serait pas confronté à certaines difficultés. Et je pense que cette masse ou bien cette manne financière aurait pu servir à mettre en place vraiment l'outil de base de développement qui est l'industrie. Et je pense que c'est là où nos pays pêchent pour pouvoir décoller dans certaines articulations de l'économie. Et si cet argent était exactement bien destiné où l'on pense, ou bien capté, ou bien utilisé, ou bien compris par nos gouvernements, je pense qu'aujourd'hui, on ne serait pas à la position où nous sommes par rapport au développement. Donc, si toujours nous avons besoin de cette aide au développement, de cet argent aussi qui arrive, plus les envois de la diaspora,
ça veut dire qu'il y a quand même une désorganisation de ce flux d'argent qui rentre dans nos pays et un peu partout en Afrique. Oui, elle participe au panier de la ménagère, Oui. parce qu'effectivement, nous avons cette culture et cette éducation que tout enfant ou tout membre de la famille qui voyage à l'étranger est quand même tenu d'envoyer de manière récurrente des sous à la famille. Donc ça va participer au panier de la ménagère. C'est très culturel. Exactement, Aussi. c'est quand même culturel et un peu même qui rentre dans notre mode de vie. Mais je dirais que la diaspora a eu une fois à faire des propositions dans ce sens. Juste un petit calcul très simple. Hein. Cet argent que nous envoyons dans nos pays respectifs, au Sénégal depuis l'étranger, si le Sénégal avait mis en place, ou l'Afrique, un fonds d'investissement sur lequel on pourrait, à chaque envoi, recueillir ne serait-ce que, je ne sais pas quel montant, 100 francs, selon la monnaie utilisée, ou un certain montant, un pourcentage, je vous dirais même un pourcentage, un 5% de cet argent envoyé que nous enverrons dans un fonds d'investissement, je pense qu'après 5 ans ou 10 ans, ce montant aurait pu financer de grandes industries dans plusieurs pays. Et donc, définitivement, je me dis que l'argent est encore éparpillé, on n'a pas encore compris comment l'organiser, et c'est ce qui nous cause beaucoup de difficultés. L'argent éparpillé et mal organisé, vous en parlez. Maintenant, selon vous, justement, comment est-ce qu'on y remédie? Comment est-ce qu'on organise tout cela? D'abord, j'ai envie de vous demander dans quel secteur cet argent doit être investi. Ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent avoir un impact dans le Sénégal. Dans quel secteur est-ce que déjà en ce moment ils investissent? Et dans quel secteur, selon vous, devraient-ils investir? Quels sont les secteurs les plus prometteurs pour l'investissement des Sénégalais de l'étranger? Je dirais directement, sans hésiter, bon, je pense qu'il faut aussi quand même un peu situer le débat. Oui. Je ne suis pas un économiste oui, bien avéré, sûr, bien sûr. Mais quand même j'ai traîné ma bosse dans beaucoup de choses. Vous l'avez dit tantôt au niveau du Forum économique du Sénégal au Canada, où j'ai été responsable de la communication et de l'organisation en partenariat avec le chef du bureau économique qui était sur place. Donc j'ai quand même pu toucher un peu des secteurs un peu économiques par rapport à certaines choses qui me permettent quand même de donner mon point de vue, ma modeste vision des choses. Je dirais que pour les secteurs les plus prometteurs aujourd'hui en Afrique, beaucoup l'ont compris, il y a des pays qui ont déjà commencé à emboîter le pas, c'est sur le digital. Je pense que c'est d'abord l'un des secteurs où les gens de la diaspora, qui ont une compétence avérée dans les pays où ils vivent par rapport au digital et au numérique, je pense que c'est un secteur en développement, en accroissement, et tout en fermant les yeux, je pense qu'aujourd'hui, avec la crypto-monnaie qui se développe, et aussi tous les outils de e-banking, e-monnaie, avec le digital, les téléphones et tout, je pense que c'est un secteur où les membres de la diaspora pourraient investir et qui serait vraiment rentable dans les prochaines années, parce que c'est sûr qu'on s'en va vers cette direction. L'autre secteur que je nommerai tout de suite, ou bien même avant d'aller dans une dénomination des secteurs, moi j'ai ma propre vision à moi par rapport à cela. Je pense que d'abord, pour pouvoir développer un pays, il faut une éducation saine. Ouais. Il faut une éducation située sur l'essentiel, adaptée à nos réalités. Je pense que malgré si on avait mis tout ce qu'il fallait dans le pays, s'il n'y a pas des gens éduqués, qui ont la formation requise, les compétences requises pour diriger certaines choses, ça ne marcherait pas. Et aussi, il y a cette jeunesse, on a une forte jeunesse, une population à 60% ou 70% composée de jeunes, il va falloir les former. Donc je pense qu'aussi, ce serait important d'abord de former la population, de miser sur la formation, la bonne formation, la formation qui sied à nos réalités. Un. Deux, c'est l'alimentation. Pour pouvoir aider sa population, pour moi, il ne faut pas qu'elle soit sous-alimentée. Donc, pour que les gens puissent vivre, puissent être aptes à réfléchir, à travailler, à étudier, à penser, à faire tout ce qu'ils doivent faire, il faut qu'il y ait une bonne alimentation, une autosuffisance alimentaire et dans les secteurs clés. Ça, c'est primordial. Donc, je dirais aussi que c'est un secteur où vraiment, si les gens de la diaspora qui sont prêts à investir au pays, au retour,
je pense qu'ils peuvent se lancer. L'alimentation fait partie de la santé de toute Voilà, façon. je pense que je t'ai vu faire quelques spots là-dessus. Oui. Et donc, c'est très important ce volet-là. Mais il est aussi important de pouvoir soigner, je ne dirais pas réparer, ça va être trop dogmatique, mais quand même de prendre en charge sa population quand elle est malade. Oui. Donc, le système de santé, il coûte cher, mais il faut pouvoir quand même prendre en charge ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les médicaments. Donc, quand je parle de santé aussi, je parle des médicaments. Oui. Je fais un clin d'œil à l'industrie pharmaceutique qui est inexistant dans nos pays. Peut-être un peu au nord, ça va encore un peu. Nous allons peut-être en parler un peu plus dans la discussion. Mais il est important pour moi ces trois secteurs-là, l'éducation, avec une formation bien adaptée, l'alimentation, autosuffisance alimentaire et aussi la santé dans sa globalité pour pouvoir, donc c'est des secteurs où si l'on y investit, c'est sûr et certain qu'il y aura un retour d'investissement. Maintenant, il y a d'autres secteurs aussi porteurs comme les mines, comme la pêche. On en parle beaucoup d'ailleurs des mines actuellement. Voilà, donc nos pays regorgent de ressources minières vraiment exceptionnelles. L'énergie aussi, avec la découverte du pétrole. La découverte du pétrole. Donc, tous ces des investissements dans des métiers ou dans des business reliés à ces secteurs-là vont rapporter certainement au Sénégal dans les années qui vont venir. L'autre, c'est le tourisme. Donc, un secteur aussi que je porte à cœur parce que c'est un peu ce que nous faisons de l'autre côté à l'étranger. Nous faisons beaucoup la promotion du Sénégal à travers ces structures associatives que je disais tantôt, le regroupement général du Sénégal et du Canada, avec le mois du Sénégal que nous organisons chaque année, qui a un volet culturel, artistique, économique, social. Vraiment, nous touchons tous les aspects de la vie sénégalaise. Et donc, pour dire que le tourisme ne doit pas rester en rade. Nous avons du soleil presque 365 jours sur 365. Nous avons quand même des centaines de kilomètres de côtes, de plages, ce que d'autres pays recherchent. Donc je dirais que c'est important. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces dernières années, le tourisme justement a un peu reculé dans notre pays ou est-ce que c'est juste une impression parce que les gens, vous parlez des journées du Sénégal que vous faites au Canada. Le mois du Sénégal. Ou le mois du Sénégal justement pour faire la promotion de ça. Mais est-ce qu'on met assez en valeur ces lieux touristiques-là ? Est-ce que, parce qu'il y a des lieux magnifiques, je pense aux îles du Saloum, je pense à beaucoup d'autres lieux, mais il est dit qu'ils ne sont pas assez mis en avant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça rentre dans la stratégie de communication et de la façon de vendre son pays à un moment donné dans une nation ou bien dans une politique économique. Je l'ai dit de façon très à l'aise que si on mettait en place tout ce qui devrait, ou bien on faisait ce qu'on devrait faire, peut-être même le budget du Sénégal, soit un tiers du budget pourrait sortir essentiellement du tourisme. Je m'explique. En mettant en place, je vois qu'actuellement on est très content. Il y a Air Sénégal qui a repris, qui est en train de prendre des galons, qui est en train de vraiment s'ouvrir à l'international avec la nouvelle ligne aux États-Unis qui vient d'être inaugurée au mois de septembre. Je félicite le DG en l'occurrence et le ministre du Tourisme pour ce travail. Mais je pense que le Sénégal ne va pas chercher au-delà de ça. Donc je pense que surtout les pays qui sont à la recherche de nouvelles sensations, de soleil, de nouvelles cultures, qui sont dans des pays comme Scandinave, très loin éloignés, nous devrions être capables d'aller au niveau de ces pays-là, d'offrir des packages qui nous permettraient de montrer comment le Sénégal pourrait accueillir les touristes et comment les encadrer pour qu'ils puissent avoir un bon séjour chez nous. Je vais prendre l'exemple du Canada. Pourquoi il est difficile d'avoir des touristes canadiens au Sénégal? On n'a pas de ligne directe. Oui. On n'a pas de ligne directe. Donc, le Canadien qui doit quitter... Il doit passer soit par les États-Unis ou par la France ou par le Maroc. Exactement. Il perdra 2 jours, 3 jours. Mais avec une ligne directe qui va s'implanter entre le Canada et Montréal ou Toronto et Dakar, le voyageur, il va faire 7 heures de vol. Il sera apte à venir, sachant que pendant l'hiver, les Canadiens, ils voyagent. Ils recherchent le soleil. Ils recherchent le soleil, la chaleur. Il y aura ça. 2 semaines de voyage. Et aussi, l'autre chose, c'est au niveau des infrastructures au niveau du pays. Il faut mettre les infrastructures au standard qu'il faut. C'est-à-dire, tu veux vendre ton pays, tu veux vendre de l'image du Sénégal, il faut qu'il y ait de la qualité. On ne se le cache pas. Les gens, ils cherchent des bonnes choses, ils cherchent de la qualité. Donc, ces gens-là, il faut les former, il faut mettre en place des dispositifs
vraiment encadrer tout cela et de telle sorte que la qualité ici est. C'est-à-dire le touriste qui vient au Sénégal, il a un vécu, non seulement il dispose d'infrastructures de qualité, de services de qualité, mais aussi à travers la culture sénégalaise, la teranga. Nous avons déjà tellement de choses qui sont en nous, qui sont innées en nous Sénégalais, cette teranga, cette chaleur humaine. Donc ça, ce n'est même plus à aller chercher, c'est en nous. Mais en encadrant un peu les infrastructures, la façon de travailler, la façon de faire et de mettre la sécurité sur tout ce trajet, facilement on pourrait capter encore beaucoup plus de touristes au Sénégal. C'est ça. Et ça, il y a des pays qui ne vivent que de ça. Ouais. Et le Sénégal a toutes les dispositions, je l'ai dit vraiment de façon très à l'aise, toutes les dispositions pour pouvoir capter tellement de capitaux pour faire grandir ce secteur et aussi création d'emplois. Nous parlons, je vais faire un petit glissage, nous parlons des jeunes qui vont aller faire l'immigration clandestine. Ouais. Voilà un secteur que si on arrivait à le développer, je pense que beaucoup de jeunes vont y trouver de l'emploi et ne se mettraient pas à mettre leur vie en péril en prenant des pirogues pour se rendre de l'autre côté. C'est ça. Et ne sachant pas ce qui les attend aussi de l'autre côté. Ce qui les attend là-bas, voilà, exactement. Voilà. On va revenir sur l'autosuffisance alimentaire qui est un gros sujet. Oui. Vous avez parlé de l'agriculture aussi qui est très riche ici au Sénégal. On y reviendra. Et aussi au niveau de la santé, surtout avec cette pandémie. Mais avant cela, moi, j'aimerais justement faire le lien entre l'investissement et l'apport de la diaspora au Sénégal et le gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement fait, à votre avis, pour faciliter justement et favoriser cet apport de la diaspora? Est-ce que le gouvernement fait assez selon vous? Ou sinon, quels sont les mécanismes à la disposition du gouvernement pour pouvoir justement favoriser et faciliter l'apport de la diaspora pour le développement du pays? Ok, donc cette question, elle répond un peu en même temps. Je vais répondre de façon, parce que je sais que l'État met beaucoup de moyens pour attirer les investisseurs étrangers de façon générale. Ça, les investisseurs étrangers, c'est les internationaux et la diaspora y compris. Donc je sais qu'ils font beaucoup de sessions de doing business à travers certains pays pour vendre le Sénégal dans certains points sur le plan énergie, des mines, de ce qu'on a à offrir. Donc je sais que les opportunités d'investissement, le Sénégal le fait. Il y a des structures qui sont là, qui travaillent, dont j'ai eu quand même à côtoyer un peu avec le Forum économique du Sénégal au Canada, comme l'APIX, le Fonds 6, le Fonds GIP, la DPME. Donc c'est des structures qui sont là, vraiment qui permettent à tout étranger ou Sénégalais de la diaspora ou juste international qui veut investir au Sénégal, de trouver des interlocuteurs avec lesquels il pourrait échanger pour quand même mettre en place son entreprise au Sénégal. Et sur ce plan-là, on a beaucoup évolué sur la création d'entreprises, sur la mise en place de sociétés qui pourraient créer de l'emploi ou quand même donner pas mal de richesses à certains secteurs. Mais je dirais encore que c'est un peu insuffisant par rapport à la diaspora. Parce que ces structures, derrière ces structures, je dirais qu'il y a une administration quand même un peu lourde. Parce que quand même, les gens ils prennent conscience de la lourdeur administrative, du temps que que je suis en train de faire pour pouvoir développer mon business. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais il y a une lourdeur administrative quand même qui décourage. Qui est très réelle. Qui est très réelle, sur tous les plans, qui décourage pas mal d'investisseurs sénégalais, même de la diaspora, à venir implanter leur business. Et ça, c'est peut-être la face cachée que les gens ne disent pas souvent, mais pour avoir côtoyé pas mal de nos compatriotes qui sont rentrés pour créer des entreprises ou pour démarrer des business, ça, ils ont eu à le souligner. Mais c'est des choses à dire parce qu'on sait que l'administration, c'est compliqué au Sénégal, si on peut dire que ça, parce qu'elle a un fonctionnement très particulier ici. Vous dites des lourdeurs administratives, des lenteurs administratives. À votre avis, comment on peut venir à bout de ça? Parce qu'on a l'impression que c'est tellement ancré. Lorsqu'on va dans les administrations, la recherche d'un papier, un seul papier peut prendre tellement de temps, peut demander tellement de
procédés, etc. Alors que, justement, vous avez parlé de la digitalisation. Merci. Maintenant, les gens fonctionnent de manière digitale. La recherche d'un papier, par exemple, ne devrait pas prendre autant de temps que ça à quelqu'un qui va investir, qui a besoin de, je ne sais pas moi, donnez-moi un exemple de papier qu'on peut avoir besoin si on veut investir dans l'agriculture. Ça peut être, je ne sais pas, un titre foncier, même un papier personnel, un extrait de naissance, etc. Pour compléter un dossier, ça prend énormément de temps, c'est lourd, c'est compliqué. Qu'est-ce que l'État doit faire à ce niveau-là? Digitalisation, c'est le mot-clé. Et je pense qu'il y a une agence qui est là, c'est l'ADIE, si je ne me trompe pas, qui est responsable de cela, qui a qui a quand même inauguré il n'y a pas longtemps un centre de data où on va conserver maintenant nos propres données à nous sur Diamniadio, je me rappelle. Le data center, oui. Exact, le data center, exactement, c'est le bon mot. Et c'est un processus quand même. Je sais que ça ne va pas se faire du tic au tac, mais il y a des challenges. Vous savez, dans un pays, des fois, à un moment donné, il faut que les gens se mettent, se donnent des challenges. Nous sommes en retard sur quelque chose. Le monde est rendu, c'est très canadien. C'est québécois. Le monde est rendu à ce stade-là, à ce niveau. Je pense que nous devons tout faire pour, même si on n'est pas à 100% comme les autres, mais au moins de nous rapprocher des 80-90%, parce que ça va être le futur, ça va être la suite. Donc la digitalisation de certains secteurs, de certains services est non négociable en fait. Donc pour pouvoir gagner ce temps fou dans la recherche de certains documents ou la mise en place de certains dossiers pour avancer sur certaines façons de faire. Parce que ces étrangers, ou bien ces Sénégalais qui ont vécu à l'étranger, qui ont quand même eu à travailler ou bien à utiliser des services depuis l'étranger, effectivement sont maintenant habitués à une façon de faire. Ça ne veut pas dire qu'on est trop exigeant ou bien qu'on demande l'impossible quand on rentre chez nous. Mais c'est la manière efficace de travailler. Et ça demande aussi une certaine rigueur. Il faut qu'on se dise la vérité, il faut qu'on se donne cette rigueur-là. Moi, c'est dans ce sens-là que j'interpelle à chaque fois mes compatriotes, mes amis. Écoutez, si on veut, d'ici 20 ans, 30 ans, 50 ans, avoir un astronaute sénégalais, mais il faut qu'on se donne une certaine rigueur dès à présent. Bien sûr. Il y a des choses qu'aujourd'hui, pour chercher un certificat de naissance, devrait être capable, à partir de chez moi, de mon ordinateur, comme je le fais ailleurs, où je vis, de passer ma commande. On devrait être capable. Et le service, il est payant, il n'est même pas gratuit. Je paye avec ma carte bancaire en ligne et je mets mon adresse et ça revient à ma boîte à lettres dans 2-3 jours. C'est ça. Et tant qu'on n'est pas rendu à ce niveau de service, parce que c'est très important, à ce niveau de service, à ce niveau d'efficacité, je pense qu'on va toujours décourager certaines personnes qui aimeraient aller vite et qui vont regarder d'autres pays ou d'autres destinations où ça se fait de cette façon et iront investir là-bas. Parce que ne nous trompons pas, le monde est devenu maintenant un village. Je suis là, je communique avec des gens qui sont n'importe où dans le monde. Exactement. En Corée, oui. Donc j'ai mes capitaux ou bien j'ai des idées de projets que je pourrais développer. Si ça marche mieux dans un autre pays où ça va vite, je ne voudrais pas faire la publicité à certains pays, mais au Rwanda ou en Afrique du Sud, écoute, je veux développer des affaires. Donc je vais aller dans ce sens-là. Donc c'est à nous de nous imposer cette rigueur, c'est à nous de nous imposer cette façon de faire. Et c'est important que la jeunesse puisse saisir ce type d'information et de conscientisation. Donc aujourd'hui, le monde va très vite. On ne va pas courir jusqu'à se blesser ou se faire du mal, mais il y a des prérequis sur lesquels on ne peut plus négocier pour pouvoir aller compétir sur certains marchés, pour pouvoir aller compétir sur certaines inventions ou certaines choses. Encore un clin d'œil à la pharmaceutique, les gens ils font des vaccins, ils nous les vendent, ils nous les amènent. C'était une guerre, c'était une bagarre. Heureusement que le gouvernement a fait son possible pour que les Sénégalais aient assez tôt le vaccin. Et encore, la communication, comment elle s'est faite, les gens ne sont pas vaccinés comme il fallait. On est à 4% en Afrique du taux de vaccination. Donc pour dire que tout cela nous amène à penser que nous devons nous mettre à jour le plus rapidement possible sur certaines questions. On n'a plus le choix. We don't have the choice. It's the time. Right now, it's time. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre, cette urgence, et de se mettre, en tout cas, ceux qui dirigent,
ceux qui ont la possibilité d'orienter la population ou les politiques publiques, d'aller dans ce sens et de les mettre en marche et de les mettre en application. Je pense aussi que sur ce plan-là, on pêche beaucoup sur le plan de l'application. Oui. On sort de bons résumés, de bons théorèmes, de bons rapports, ce que je voulais dire, de bons rapports sur pas mal d'études, mais sur l'applicabilité ou sur la mise en place sur le terrain, il y a un problème et il faut qu'on se le dise. Et c'est important qu'on se dise les vraies choses. Oui. Je pense que quand on a un problème quelque part, il ne faut pas avoir peur de dire que le problème il est situé ici, il y a une lenteur administrative ou bien il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'on creuse l'abcès et qu'on le corrige. C'est ça. Et on avance. Et c'est pour l'intérêt de tout le monde, de toute la nation, parce que après tous les Sénégalais seront contents. Ouais. Ils vont aller chercher un document, ça se fait en 24 heures, en 48 heures. Écoute, on gagne un temps fou sur le trafic, on gagne un temps fou sur la circulation, sur l'essence, sur le transport. Donc on allège des choses. Et puis le télétravail, le Covid nous a montré qu'aujourd'hui tout le monde peut travailler à partir de chez soi. C'est ça. Pour pas mal de services. En tout cas, c'est dans ce sens-là que j'orienterai plus en tout cas, que je donnerai des suggestions par rapport à nos gouvernements pour que la diaspora puisse s'octroyer, s'accaparer ces outils pour, même s'ils ne sont pas disponibles, la diaspora peut participer à l'implantation de ce type d'instruments chez nous. Exactement. Voilà. Il y aurait tellement de choses à dire sur ça, on va essayer d'y revenir plus tard, mais vous avez parlé de la différence entre la théorie et la pratique et ce qui se passe de manière pratique sur le terrain. J'aimerais qu'on reste sur ce terrain-là, justement, et qu'on se dise les vraies choses, comme vous le dites. Si on regarde le volet social, quelles sont les difficultés sociales et les obstacles que la diaspora rencontre quand elle veut justement implanter ce genre de choses sur le terrain? Parce que vous avez parlé de tous les apports que la diaspora pourrait faire. Pourquoi est-ce qu'il y a des obstacles, à votre avis? Parce que j'imagine qu'il y en a, vous allez nous les nommer, mais quels sont les obstacles sociaux et des fois même culturels? Parce que quand on appartient aussi à la diaspora, on a cette double culture un peu qui semble peut-être poser problème sur certains niveaux socio-culturels. De votre expérience à vous, vous qui êtes de cette diaspora-là, quels sont ces obstacles-là et comment les surmonter? Oh, très bonne question, vraiment très intéressant. Je pense qu'il n'y a pas un seul Sénégalais de la diaspora qui se réveille chaque jour sans penser au Sénégal. Qu'on soit bien intégré là où nous sommes, qu'on soit aisé, qu'on soit accompli professionnellement ou socialement, il n'y a pas un seul Sénégalais qui se réveille sans penser au Sénégal qui a fait de lui ce qu'il est. Je le dis toujours, bon, il y en a qui sont nés à l'étranger, ça c'est les exceptions, mais la majorité des Sénégalais sont nés ici. Pour certains, ils ont étudié ici, ils ont bénéficié du système éducatif sénégalais qui a fait de ce qu'ils sont pour pouvoir sortir, aller continuer leurs études ou aller travailler à l'étranger pour qu'ils soient de bons candidats pour l'immigration pour certains pays. Donc, comme le Canada. Donc, le Canada, tout le monde le sait, a une immigration extrêmement pointue qui choisit bien ses candidats. Que vous soyez sur place, qu'ils vous gardent, vous avez les compétences requises pour qu'ils vous gardent, ou bien que vous soyez à l'étranger, ils vous ont bien scanné pour voir que vous avez le bon profil, pour que vous puissiez venir travailler et faire votre vie là-bas sur place. Donc, c'est pour dire que quand les Sénégalais ont ce regard par rapport à leur pays d'origine, chaque Sénégalais, je dis bien chaque Sénégalais, qui aspire à venir au Sénégal, même si c'est juste pour un projet immobilier, parce que la plupart du temps aussi, ils veulent avoir une maison, un terrain ici, mais ils viennent toujours avec un projet. Ils ont toujours un projet en arrière de la tête. Et c'est là où je disais à certains de nos décideurs qu'il faut faciliter le retour des Sénégalais. Même si ce n'est pas un retour définitif, que ça soit même si c'est temporaire, le fait d'être ici et ailleurs en même temps. Ils viendront toujours avec un projet, avec un transfert de technologie, avec une façon de faire qui pourront bénéficier à nos pays. Et les difficultés que la plupart du temps que nos compatriotes rencontrent quand ils arrivent, c'est cet interlocuteur direct. Tantôt, je disais qu'il y a des structures qui sont là pour accueillir ceux qui veulent créer des entreprises, investir. Mais au-delà de créer une entreprise,
il faut pouvoir aussi protéger ces gens qui investissent. On en a vu, il y en a eu tellement de cas, il y en a eu tellement d'histoires, des gens qui sont venus investir, soit dans l'agriculture, soit dans l'agrobusiness, soit dans l'aviculture, en tout cas dans pas mal de secteurs. Et des fois, ça se finit avec des difficultés, ils vont en faillite parce qu'ils ont fait confiance à un membre de la famille ou à un ami ou à un partenaire. Et malheureusement, la plupart du temps, ils ne sont pas très bien protégés par rapport à, je dirais pas par rapport à la loi. Il y a quand même un mécanisme qu'il faudrait mettre en place pour que les gens comprennent que quand on travaille avec des gens, il faut être correct et il faut que ça se passe de manière très transparente et très claire et régie par des normes et par des lois et par des textes. Pas des contrats. Je l'apprends à personne. Les gens ils signent des engagements, des contrats, mais il faut au-delà que si les gens posent des actes qui partent à faire tomber une entreprise ou bien à détourner des fonds qui devaient être alloués à un Il faudrait qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences et il faut un mécanisme pour aider cette personne qui est venue investir, qui après peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans d'économie. Parce que, écoutez, il n'y a pas assez de banques d'investissement au Sénégal, il faut le dire la vérité. Il n'y a pas assez de banques qui prêtent à ceux qui n'en ont pas. La plupart du temps, on prête à ceux qui ont un peu ou qui ont des garanties vraiment solides. Donc, la plupart du temps, les Sénégalais, de manière culturelle, comme tu le disais tantôt, se serrent la ceinture, mettent en tout cas, font leurs propres économies pour partir des business. Et quand ces Sénégalais de la diaspora mettent en place ce type de business, la difficulté est à ce niveau. Quand ils sont floués ou quand il y a quelque chose qui n'a pas marché ou quand ils ont été détournés, il y a eu du détournement d'objectifs par rapport à ces investissements, je dirais que notre système ne corrige pas assez correctement ce type de faute. Et ça n'encourage pas. J'en ai connu des cas, je ne vais pas les citer ici, pour la confidentialité, mais qui ont vécu ces histoires et qui ont été obligés de repartir encore à l'immigration après 20 ans de passer à l'extérieur ou après 30 ans. Donc tu reviens à cause de faillite. À cause de faillite, à cause de quelqu'un qui a détourné cet argent, à cause d'un partenaire qui n'était pas correct, qui n'était pas honnête. Et ça, sur ce point-là, c'est un point une difficulté que beaucoup de nos compatriotes rencontrent pour pouvoir investir. Certains d'ailleurs, même ils ont de la difficulté à venir investir sur place, ils font confiance à quelqu'un, ça se passe mal. D'autres, ils viennent, c'est la même situation. Pourtant, je sais que le Sénégal quand même dispose de textes clairs, d'une juridiction très claire en matière de droit, en matière de loi. Nous avons des avocats chevronnés, nous avons vraiment des gens qui sont très calés au niveau des lois et de la justice. Mais il faut quand même que cette façon de faire change. Quand des gens sont lésés, quand des gens ont été dupés, ont été trompés, ont été mis en mal, il faut que l'État du Sénégal ou bien nos États africains puissent vraiment remettre ces personnes-là sur la bonne voie en corrigeant celui qui a fauté et aussi en aidant celui qui a été trompé et lésé. Est-ce qu'il y a un décalage selon vous, un décalage par rapport à la vision justement que, disons, certains nationaux ont des gens de la diaspora qui créent justement ces situations-là? Je m'explique. Quand vous dites des gens qui ont voulu investir ici et qui se sont fait tromper, que ce soit par des proches, que ce soit par des partenaires, etc., est-ce que c'est parce que justement on a une certaine vision de ces personnes de la diaspora, c'est-à-dire peut-être comme des puits sans fond qu'on peut creuser, qu'on peut, voilà, que de toute façon, bon, eux ils ont une vie établie là-bas, donc c'est pas important, ou que peut-être qu'ils ne savent pas ce qui se passe ici sur le terrain, ils sont complètement déphasés, ils ont fait 20 ans à l'étranger, donc on peut justement facilement les tromper, etc. Est-ce qu'il y a ce décalage social et culturel qui fait cette difficulté-là, selon vous? Bon, c'est vrai que quand on vit quelque part après certaines années dans un environnement, on commence à prendre les réflexes de cet environnement-là. Je pense que ça dépend. Il y en a quand même qui sortent et qui durent à l'étranger, qui sont complètement déconnectés des réalités du Sénégal. Même moi, on me le rappelle à chaque jour quand je suis là. Tu ne sais plus qu'est-ce qui se passe. Je dis non, excusez-moi, mais j'ai jamais été aussi imprégné du Sénégal
quand j'ai quitté le Sénégal. C'est important de le dire. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Maintenant, il y a des réalités socio-culturelles des fois qui se passent que la personne finit par oublier ou finit par délaisser parce qu'il est dans un autre environnement où on ne voit plus ce type de comportement. Je veux dire certains mauvais comportements. Mais il y a du mauvais partout, hein, quand même. Il y a des gens malhonnêtes partout, dans tous les pays du monde, qui font des coups aussi partout. Mais la fréquence, la facilité de le faire, le fait de ne pas mettre en tout cas, des galons, des bouchons en amont pour que ça ne puisse pas être aussi facile. Parce que si ce n'était pas le cas, les gens ne se plaindraient pas. Mais ce n'est pas une sorte de naïveté. Les gens sont très imprégnés de ce qui se fait au Sénégal. Aujourd'hui, on l'a dit encore, on revient sur le numérique. Écoutez, avec votre téléphone, vous verrez matin, vous voyez tout ce qui se passe sur l'actualité au Sénégal. Vous n'êtes pas sur le terrain en tant que tel. C'est vrai qu'il y a une réalité de terrain. Quand on est sur place, quand on fait nos propres démarches nous-mêmes, qu'on côtoie les gens, qu'on les parle, qu'on les regarde dans le blanc des yeux et qu'on négocie avec eux, ça c'est autre chose que par rapport juste à regarder l'actualité ou se fier à ce que les médias nous donnent. Mais les Sénégalais ne sont pas très déconnectés de la réalité depuis quelques années. Je vais faire un petit ricochet par rapport à la preuve. Vous voyez aujourd'hui un peu cette implication politique de la diaspora par rapport à ce qui se passe dans les pays africains. Donc on a maintenant une diaspora qui veut même impacter, qui veut même s'investir en politique pour essayer de changer la vision ou les façons de faire, pour dire que les Sénégalais de la diaspora ou les Africains de la diaspora sont très, très imprégnés de ce qui se fait. Maintenant, comme je l'ai dit, on vit dans des environnements où à un moment donné, il n'y a pas ces problèmes et on baisse sa garde un peu pour ne pas être très exigeant par rapport à certaines choses jusqu'à ce qu'on se fait duper ou on soit devant une situation difficile. Mais n'empêche que pour moi, je me dis que c'est une perte pour le pays. En tout cas, si l'État arrivait à mieux protéger tous ces investisseurs de la diaspora, à mettre en place des structures ou à vraiment les capter, les orienter de manière efficiente, on aurait eu beaucoup plus de Sénégalais qui auraient investi dans des projets structurants. Je veux dire des projets qui vont créer de l'emploi et de la richesse. Pas juste acheter des terrains, construire des maisons. Oui, chacun veut le faire, chacun veut investir quelque part pour se sécuriser, mais pour créer de la richesse, pour créer de l'emploi, pour créer un développement, il faut des projets structurants, il faut des choses qui bougent, il faut une industrie, il faut de la transformation pour pouvoir vendre, pour pouvoir exporter. Sinon, on va toujours être dans cette situation d'importer, de demander, de tout chercher nous-mêmes. Donc, c'est vraiment, l'État gagnerait beaucoup à protéger la diaspora quand ils investissent dans certains secteurs, dans tous les secteurs d'ailleurs, et qu'ils puissent vraiment être sécurisés sur tout le long. Et aussi, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Hein. Oui. Ouais, nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais je dirais que les Sénégalais cherchent à beaucoup investir aujourd'hui. Et ça se sent, il y a un ressenti de cela. Partout où je passe, au sein de la diaspora, chacun veut, on doit faire ceci, on doit faire, il faut qu'on ait une usine qui fait des jus de mangue. Oui. Il faut qu'on ait ça, parce que les gens ont compris. Et on le dit à plusieurs reprises, on ne peut plus recréer la roue. On n'a plus besoin de recréer la roue. Nous avons vu des modèles qui fonctionnent. Nous avons vu des modèles qui marchent. Il suffit de les appliquer finalement. Nous les avons appliqués à la diaspora. Les Sénégalais de la diaspora travaillent dans les industries, travaillent dans les entreprises. Donc, ils les appliquent au quotidien. Donc, c'est juste, mettons l'environnement qui s'y est, mettons le contexte qui s'y est, donnons la rigueur qu'il faut, soyons vraiment exigeants envers nous-mêmes. Et je pense que c'est tout ce que les gens de la diaspora demandent en fait. C'est très prometteur en tout cas. Youssouf, on ne peut pas le négliger, on l'a dit dans l'introduction, dans votre présentation, vous avez une maîtrise en développement des produits pharmaceutiques. Et là, j'aimerais qu'on retouche un peu au volet santé avec la pandémie qui a sévi depuis 2019, la pandémie de la Covid-19 justement. Comment est-ce que cette pandémie a affecté justement les rapports entre la diaspora et le pays? Est-ce que ça a été, bon, c'est sûr, on peut dire que ça a eu un effet négatif cette pandémie, mais comment est-ce que ça a changé justement les rapports
entre la diaspora et le pays. Il y a beaucoup des Sénégalais de l'étranger qui ont eu moins de facilité à revenir. Les choses se sont ralenties, un petit peu peut-être des projets qui ont ralenti, etc. Comment vous l'avez vécu de votre expérience? La pandémie de Covid-19, pour moi, est à saisir comme une opportunité. Premièrement, pour régler une bonne fois pour toutes certaines inepties qui existent encore dans nos pays en 2021. Je vais m'expliquer. Il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup d'inquiétude, beaucoup de communication quand la pandémie est arrivée. Mais je pense que c'est un électrochoc pour la plupart de certains pays qui ont compris, parce que c'est quelque chose qui a frappé le monde entier et personne n'était à l'abri. Et on voyait dans chaque État ou dans chaque partie du monde comment les États réagissaient pour se redresser, pour rester debout, pour parer à cette pandémie. Donc c'était un électrochoc. Au niveau des pays développés, je pense qu'ils ont même eu le plus fort taux de mortalité. Au début, on prédestinait l'Afrique, oh, ça va être l'hécatombe. Je pense que l'Afrique va perdre. C'est ce que l'OMS avait dit. Voilà, 50% de sa population va disparaître, va périr. Néanmoins, il y a eu des choses qui sont passées qui, nous, en tant qu'Africains, ou bien nous, en tant que membres de la diaspora, de saisir l'urgence de la situation. Parce que quand c'est arrivé, les frontières se sont fermées. Oui. Et automatiquement, beaucoup de choses ne pouvaient plus venir, ne pouvaient plus partir. C'est ça. Et du coup, on a vu même des pays développés qui s'arrachaient certains outils comme des masques pour pouvoir se protéger leur population. Mais nous n'avions pas d'industrie, nous n'avions pas quelque chose d'efficace pour répondre. Et je pense que c'est ce dont je parle, c'est une opportunité. Ça nous a ouvert les yeux de manière très glaciale. Je vais parler du secteur pharmaceutique dont vous venez de citer. En tant que quelqu'un qui travaille dans le secteur, qui connaît certaines réalités, une industrie quand même qui beaucoup d'argent, en tout cas qui est dépensé dans cette industrie, qui est porteur de richesses et quand même aussi de prestige, au-delà de soigner les gens dans la maladie. Nous avons constaté à première vue que nous n'avions pas d'industrie pharmaceutique. Oui, nous avons de bonnes universités, de bonnes écoles, nous formons des gens en pharmacie, mais l'industrie était presque inexistante. Si je vous dis que le Sénégal ne produit que 10% de sa production, de sa consommation locale, au même moment où la Tunisie exporte 90%, au moment où la Tunisie, elle produit 70% de ses besoins. Donc vous voyez un peu le décalage. Tout à fait. Et en ce moment-là, nous avions eu très très peur, nous qui étions à l'étranger, pour certains qui se trouvaient à l'étranger, qu'est-ce qui va se passer dans nos pays s'il n'y a plus de médicaments, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas mis une industrie pour développer, faire même une aspirine ou un paracétamol. Donc, je suis en train d'utiliser, excusez de la publicité, pour certains médicaments. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver à nos pays? Donc, je dis que c'est une opportunité pour nos gouvernements, pour nos populations, de comprendre qu'il y a des urgences. Qu'il y a des urgences et que la pandémie, tout le monde l'a ressenti, mais chacun l'a géré à sa façon. D'ailleurs, dans notre mois du Sénégal dernier, nous avons organisé 2 panels qui répondaient un peu à cette problématique. Le premier, c'était quand même de présenter le Sénégal comme un modèle de gestion lors de la première vague avec le professeur Seydi qui avait vraiment qui encadrait la gestion. Donc le Sénégal, avec ses petits moyens quand même, est ressorti dans pas mal de résultats, premier pays ou deuxième, je ne sais pas, qui a le plus mieux géré cette première vague de la pandémie sur le plan mondial. Et en parlant de cela, je fais allusion à un système de santé canadien qui est très performant, qui est adapté, qui a tous les matériels qu'il fallait, mais qui n'ont pas eu cette même rigueur de gestion. Donc pour dire que même si on n'a pas tout ce qu'il faut, si on a des hommes conscients, qui savent, qui maîtrisent leur domaine et qui prennent le taureau par les cornes
pour pouvoir bien gérer la situation, on peut y arriver. Et aussi par une discipline nationale. Parce qu'à un moment donné aussi, il a fallu que la population aussi y participe, qu'on était dans des couvre-feux, il fallait faire des restrictions. Donc si la population a joué le jeu et que les médecins ont pu encadrer les premiers contaminés et tout ça pour que ça ne puisse pas dégénérer, je pense que c'est parti d'une synergie nationale. Et des fois, un pays ou bien une nation a besoin d'avoir ce type de sursaut pour parer à certaines éventualités. Donc, l'opportunité est aujourd'hui de voir qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous n'avons pas, quand une situation nous arrive, quand quelque chose arrive par surprise, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, pour moi, c'est l'opportunité à jamais vraiment de relancer l'industrie pharmaceutique. Et nous avons eu un deuxième panel qui était de parler de la relance de l'industrie pharmaceutique, où nous avons eu à inviter quand même pas mal de ténors du milieu. Ici au Sénégal, il y avait le professeur Amadou Sall de l'Institut Pasteur, docteur Amadou Sall plutôt, autant pour moi, qui était dans ce panel. Nous avons aussi le professeur Souleymane Mboup de l'IRSF qui avait participé. Nous avions aussi le DG du BOSS. Le BOSS, c'est le Bureau opérationnel de suivi du Sénégal émergent, qui avait participé parce qu'eux aussi, ils avaient déjà commencé un peu en parallèle à travailler sur les recommandations du PAP 2A qui parlait sur la restructuration du secteur pharmaceutique au Sénégal. Donc nous l'avons invité pour voir où est-ce que l'État était rendu, encore le mot québécois, à ces travaux. Et par contre, il nous avait fait l'état des lieux. Et ils avaient prévu d'ailleurs, c'est le mois de septembre sortant et octobre, qui va finir. Entre ces 2 mois, ils ont organisé de grands ateliers pendant presque, je dirais, 5 semaines, 15 000 heures de travail, 67 participants par jour. Tous les acteurs du secteur au Sénégal, que ce soit les privés, les publics, vraiment les pharmaciens d'officine, les professionnels du secteur étaient là. Et il y avait même des partenaires aussi étrangers de la Belgique qui étaient là, qui ont participé à encadrer les travaux pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui a empêché à ce secteur industriel pharmaceutique de ne pas fonctionner. Donc, au niveau de la réglementation, comme je le disais encore, une administration trop lourde. Donc, nous avions des textes qui sont jugés vraiment, qui ont été mis en place depuis 1954, qu'il fallait revoir. Nous avons une pharmacopée nationale, donc il faut revoir, qui donne beaucoup de résultats dans pas mal de maladies, qu'il faut mettre en œuvre, qui est une richesse en nous. Donc tous ces textes-là ont été ressortis pour essayer de mettre tous ces éléments en valeur. C'est ça. Il y a des projets aussi structurants au niveau du privé comme au niveau du public, des projets que nous avons revus, retravaillés en nous disant, je vais faire un clin d'œil à un des projets qui répondait un peu plus aux demandes que nous avons eues au niveau du Canada quand nous nous sommes regroupés. C'est un projet qui s'appelle Pharmapolis. C'est en fait une sorte d'incubateur ou bien quoi, une structure qui sera mise en place, qui va donner toutes les utilités possibles pour qu'une industrie pharmaceutique puisse s'implanter. Quand je dis toutes les utilités, l'énergie, l'eau, l'air, le terrain, l'espace, les bâtiments, tout ce qu'il faut que demain, si toi, Sophia, tu as un projet de développer une molécule, un médicament, tu as un espace dédié dans une zone économique spéciale et que tu puisses venir t'asseoir juste avec tes machines ou bien la banque qui t'accompagne de partir ta production. Parfait. D'ailleurs, ça allait être ma dernière question, Youssouf, par rapport à ce fameux mois du Sénégal que vous organisez au Canada. Pour terminer brièvement, vous en avez déjà parlé, mais juste brièvement, en quelques mois avant qu'on termine, on est à la fin de l'émission. Quel est le but, quels sont les buts et les objectifs que vous cherchez avec ce mois justement du Sénégal au Canada? Bon, le mois du Sénégal au Canada, c'est, comme je l'ai dit, nous, on est une association, le regroupement général des Sénégalais du Canada, apolitique, non confessionnel et à but non lucratif. Donc tout ce que nous le faisons par moyens propres et aussi par des donateurs qui nous aident et aussi par vraiment des sponsors et tout. Notre but est vraiment de regrouper et de regrouper la communauté parce que le Canada est un pays très large et aussi de faire la promotion du Sénégal sur tous les plans. Et c'est dans ce cadre-là que nous organisons le mois du Sénégal depuis maintenant 8 ans. Nous étions à la 8e édition. D'ailleurs, en 2020, on ne l'a pas fait à cause de la pandémie. Parce que nous étions préparés, la pandémie est arrivée, on a arrêté nos activités. Il n'est plus possible de le faire en présentiel. Mais ça ne nous a pas empêché cette année, en 2021, de le faire
sous forme numérique. Donc, tous les conférences, les panels se sont déroulés correctement. Et je dirais même, je l'ai dit au président du regroupement, qui est Michel Abbas, que je salue au passage, avec tous les membres du bureau. Moi, je suis au niveau du conseil d'administration, que c'est peut-être même l'un des mois du Sénégal les plus riches, parce que le numérique a permis de coopter quand même pas mal de panélistes et de discuter de problèmes vraiment très pointus. Nous avons étendu le mois du Sénégal sur 2 mois. Sur 2 mois, avril et mai. Donc nous avons clôturé le 29 mai. Vous avez un peu rattrapé l'année 2020. Exactement. Et nous avons débattu sur tout. Et donc c'est vraiment de faire la promotion, de discuter sur des thématiques. Parce que le fait qu'on ait pu réfléchir sur la relance du secteur pharmaceutique, qui était un enjeu, et que le Sénégal a fait des travaux ce mois dernier, et que moi-même j'ai pu participer grâce à ce panel que nous avons fait, qui a mis en place un réseau des experts et des professionnels de l'industrie sénégalaise et africaine de l'industrie pharmaceutique en Amérique du Nord, que j'ai eu à représenter dans ces travaux-là. Donc pour vous dire l'importance qu'avaient ces panels et qu'est-ce que ça a donné. Et donc nous avons participé, nous avons donné notre point de vue, nous avons donné nos recommandations, comment on voit les choses. Donc ça c'est une des choses des apports du mois du Sénégal. Et aussi nous avons fait un thème sur le bon vivre ensemble avec Boucar Diouf. Nous avons fait un thème sur le bon voisinage et la cohabitation religieuse au Sénégal avec vraiment le docteur Bakary Sam et vraiment des intellectuels très haut placés avec l'abbé Antonin aussi. Donc pour montrer que le Sénégal, même si on n'est pas à un certain niveau de développement, nous avons des points ou des aspects sur lesquels on peut les mettre en valeur et que les autres pourraient même venir copier ou bien apprendre de nous comment on arrive à réussir cette cohabitation, c'est quoi cette langue sénégalaise, cette fraternité, et au niveau de la culture. Et aussi, c'est très important parce que je pense que c'est quand on voyage qu'on voit l'impact de sa culture. C'est ça. L'impact de sa culture. Beaucoup de pays ont pu se développer aujourd'hui en mettant en avant leur culture, leur modèle, leurs valeurs. Et je pense que c'est dans ça que je lance le message à tous mes compatriotes, qu'il est important de garder sa culture, de garder ses origines et aussi de les associer avec ce qu'on trouve sur l'environnement pour donner quelque chose de meilleur. Tout à fait. Eh bien, nous vous remercions en tout cas, et nous souhaitons bonne continuation. Nous vous remercions de porter les couleurs du Sénégal au-delà de nos frontières et d'avoir partagé ce plateau avec moi pour cette émission spéciale de Idées. Chers téléspectateurs, merci aussi à vous d'avoir suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et je vous donne rendez-vous prochainement sur ITV.